Les gars, l'UFC 309, c'est ce week-end. On va avoir droit à d'excellents combats. Un combat de légende, une revanche explosive et une confirmation d'un prospect, on espère. On va voir ça, évidemment, pour la confirmation de prospect. Je parle de Bonical face à Paul Craig, un combat très compliqué pour le jeune prospect. Ensuite, pour le combat explosif, la revanche, je parle évidemment de Charles Oliveira face à Michael Chandler. Et pour terminer, le combat de légende, qui finalement risque d'être gâché, qui est déjà gâché en réalité pour les polémiques autour du combat. Je parle évidemment de John Jones face à Stipe Miocic, qui est évidemment gâché par Thomas Spinal. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le troisième combat dont je vais vous parler. Alors, dites-moi quand même dans les commentaires si ça vous intéresse que je me penche sur les cartes préliminaires et sur les combats qui sont pas forcément les combats principaux. Il y a déjà énormément de choses à dire sur ces trois combats. Ils mériteraient littéralement une vidéo par combat. Si j'allonge encore la vidéo à plus de je ne sais combien de minutes pour parler de combats qui vous intéressent pas directement, ce serait dommage. Mais dites-moi si ça vous intéresse. À chaque fois, on fera une analyse complète de toute la carte. Mais là, je vais vraiment me concentrer sur les trois premiers combats qui sont les trois les plus intéressants, en commençant par Bonical face à Paul Craig. Là, c'est vraiment intéressant parce que Bonical, c'est le prospect américain. Apparemment, il y a Donald Trump qui compte venir à ce combat, particulièrement pour Bonical, évidemment pas seulement. Il y a aussi Michael Chandler qui est un représentant patriotique. Et enfin, John Jones, évidemment, qui est le GOAT. Et le GOAT est américain. Donc la présence de Trump sera justifiée. Mais Bonical, c'est lui qui en a particulièrement parlé. Apparemment, il a un contact, un accès à Donald Trump qui fait qu'il sait que Donald Trump va potentiellement être dans le combat. Évidemment, il ne l'a pas dit aussi explicitement, mais il l'a quand même laissé savoir. Donc voilà, pour vous dire à quel point il y a de l'espoir autour de ce jeune prospect qui est Bonical. Et le problème avec Bonical, c'est que là, il n'a pas du tout droit à l'erreur. C'est un combattant qui dépend absolument de sa hype. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il n'a pas une base solide en MMA, une base assez solide qui fait qu'on le voit comme un excellent combattant qui peut perdre et gagner et revenir, etc. Non, c'est pas son MMA qui le rend vraiment solide, c'est vraiment la légende qu'il y a autour de lui, la hype qu'il y a autour de lui, et ce qui nourrit vraiment la hype autour de lui, c'est son zéro, c'est le fait qu'il soit encore invaincu. Il est invaincu, mais il n'a pas encore assez de combats, il n'a pas encore assez de victoires, donc vraiment il faut qu'il conserve ce zéro pour conserver sa hype, autrement il y aura plus trop de raisons de regarder Bonical combattre parce qu'il n'aura plus cette légende autour de lui. Et le contre-exemple, c'est par exemple Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev, si aujourd'hui il perd, on voudra quand même regarder les combats de Khamzat Chimaev parce que malgré le fait qu'il a perdu son aura d'invincibilité, il reste un combattant qui a montré qu'il avait un niveau vraiment dangereux en MMA dans tous les aspects du combat, et donc on veut continuer de le voir parce qu'il a déjà prouvé. Là où Bonical, il peut pas se permettre de perdre ce zéro. Il avait tellement une excellente réputation en lutte, les gens parlaient tellement en bien de lui, que ce soit Daniel Cormier, je crois même que John Jones en a déjà parlé. En fait, tous les lutteurs américains ont déjà fait référence à Bonical en disant que c'est la future superstar, que ce qu'il a réussi à faire dans le monde de la lutte, s'il applique la même discipline, le même work ethic, s'il applique tout ça en MMA, il va réussir. Et jusque-là, ils ont raison. C'est vrai que Bonical, c'est pas juste un prospect. Là, aujourd'hui, il a quand même prouvé qu'il a sa place dans la plus grande ligue du monde. Maintenant, est-ce qu'il a sa place face aux meilleurs combattants de la meilleure ligue du monde? Paul Craig, c'est littéralement son plus gros test. Il n'y a pas de question à ce sujet. Paul Craig, c'est le combattant. Je crois derrière Charles Oliveira, je me demande combien il y a de combattants qui ont plus de soumissions. Et je pense que Paul Craig est juste derrière. Je connais pas le record, on va le regarder en direct carrément, ça peut être intéressant. UFC Records. Je sais que Charles Oliveira est devant avec 20 records. Et Paul Craig, je sais qu'il a avec 20 records, avec 20 soumissions. Et je sais que Paul Craig a 14 victoires par soumission. Ok, non. Donc Charles Oliveira, il a 20 victoires par finish. Voilà. Mais il n'a pas 20 soumissions. Mais je suis sûr que Paul Craig a 14 soumissions. Je suis fou. Ah, il n'a pas 14 soumissions à l'UFC. Il a 14 soumissions en carrière. Paul Craig, son topologie, s'il vous plaît. D'ailleurs, dites-moi, puisque à la base, je fais plutôt des vidéos très rapides et je parle vraiment très rapidement. J'essaie vraiment de vous délivrer les infos les plus pertinentes assez rapidement. Là, je tente quand même quelque chose d'un peu plus naturel où vous voyez plus ma personne en train d'analyser entre guillemets les combats. Dites-moi quel format vous plaît le plus. Honnêtement, moi, je préfère ce format où je peux vous parler. Donc, dites-moi quel format vous plaît le plus, là où je suis le plus efficace et le plus punchy, où on fait tout en 9 minutes. Ou est-ce que vous préférez un format où vous pouvez écouter ça vraiment en détente et je peux allonger en fait la vidéo en faisant par exemple les recherches en direct. Mais évidemment, c'est une recherche que j'ai déjà un minimum dans la tête. Comme je vous ai dit, 14 soumissions, il en a 13. Donc voilà. Où je vérifie les recherches en direct. Comme ça, je m'assure de ne pas vous dire de bêtises. Mais voilà, Paul Craig, c'est 13 soumissions en carrière. C'est un des combattants qui est le plus dangereux en termes de soumission. Les difficultés que les combattants ont éprouvées avec Paul Craig, c'est que quand il l'emmène au sol,
ils sont en danger. Exactement comme Nate Diaz, qui est hyper allé sur son dos. Tony Ferguson, hyper allé sur son dos. Du coup, on se disait que Khabib, s'il affronte Tony Ferguson, rappelez-vous, on disait que si Khabib il affronte Tony Ferguson, quand il va l'emmener au sol, ce sera pas terminé, ce sera pas fin du game. Tous les autres combattants, c'était ok, Khabib l'a emmené au sol, on sait que le combat est terminé, il va réussir à le garder là. Sauf que Tony Ferguson, si Khabib l'emmène au sol, bah, c'est Khabib qui est en danger, c'est ce qu'on disait pour hyper le combat. Et ben Paul Craig, c'est la même chose. Il a cassé le bras, si je me rappelle bien, de Jamal Hill comme ça, donc en redescendant. Soit il tire la garde, soit il se laisse emmener au sol, et il est hyper létal, ça se dit en français, il est hyper létal au sol, donc Paul Craig sur son dos. Bonical, ce qu'il va essayer de faire, comme il a essayé de le faire à tous les combattants qu'il a affrontés jusque-là, c'est l'emmener au sol. Je peux pas dire tous les combattants, parce que Bonical, il a des victoires par KO qui ont augmenté sa hype, mais c'est pas un striker. Il dit qu'il aime le striking, il travaille énormément dessus, mais il suffit de le voir combattre quelques secondes pour voir que son striking en MMA, en tout cas, il n'est pas encore parfaitement adapté. Il n'est pas encore assez à l'aise pour affronter par exemple un combattant comme Israel Adesanya ou n'importe quel autre middleweight du top 5, parce que même Robert Whittaker, Nassourdine Imavov, ils ont un niveau de striking qui est vraiment supérieur. Bonical se ferait détruire, en tout cas en striking. Maintenant, en lutte, il avait déjà été projeté, là, son dernier combat face à Cody Brundage, si je ne me trompe pas, et les gens avaient dit, purée, Bonical, enfin les gens, moi y compris, avaient dit Bonical s'est fait exposer, parce que il s'était fait projeter par Cody Brundage, qui avait fait une excellente défense de lutte, et donc on a vu, oh, on peut défendre ta lutte. Ramzat Chimaev s'est jamais fait projeter comme Bonical s'était fait projeter avec sa tentative de takedown face à Cody Brundage, et pourtant Bonical il dit que son niveau de lutte est 10 fois supérieur à celui de Ramzat Chimaev, que Ramzat Chimaev, son niveau de lutte le fait rire. Et avec toute la hype qui est autour de Bonical, des fans comme moi, bon, on y croit, on se dit, ah ouais, donc un spécialiste de la lutte américaine comme Bonical, un mec qui sait de quoi il parle, qui a failli faire les Jeux Olympiques. Je rappelle, il y a 2 ans, quand j'avais présenté Bonical, j'expliquais qu'il avait un niveau presque olympique. Pourquoi je dis ça? Parce que la personne qui l'a empêché d'accéder aux Jeux Olympiques, c'était Taylor David, le lutteur, qui a finalement gagné les Jeux Olympiques. Donc celui qui l'a fait, le seul contre qui il a perdu pendant les trials pour les Jeux Olympiques, a fini par gagner les Jeux Olympiques. Donc la raison pour laquelle Bonical est aujourd'hui en MMA et pas connu en tant que lutteur olympique, c'est à cause du mec qui a gagné les Jeux Olympiques. Donc bref, il a vraiment une vraie renommée dans le monde de la lutte officiellement. C'est pas juste un freestyle wrestler qui fait du MMA et qui martyrise tout le monde avec la lutte. Donc lui, il voit la lutte d'une manière presque académique. Et quand il voit la lutte de Ramzat Chimaev, il dit juste que c'est pas ouf, purée, on a hâte de voir ce que ça va donner quand lui va affronter Ramzat Chimaev. Et finalement, ce qu'on a vu avec Cody Brundage, bah, on se dit, ok, non, Ramzat Chimaev lui ferait quand même quelque chose d'assez sale. Je pense que Ramzat Chimaev est au-dessus de Bonical, juste même en lutte. Alors qu'avant le combat contre Cody Brundage, décidément, il y avait encore ce petit doute qui planait. Est-ce que Bonical, ça va être la future superstar dont la spécialité c'est la lutte et en plus ça va être un américain? Est-ce qu'il va dépasser celui qui actuellement représente le mieux cette lutte tchétchène, c'est ce freestyle wrestling, donc Ramzat Chimaev? Là du coup dans ce combat, ça va être le premier test, mais ça va être un test plus en jiu-jitsu qu'en lutte. Paul Craig, c'est pas non plus le meilleur lutteur, par contre, il fait partie des meilleurs grappleurs. Donc, je pense que Bonical n'aura pas de mal à l'emmener au sol. Par contre, je pense qu'il aura énormément de choses à surveiller une fois qu'il sera au sol, Bonical. Non seulement je le vois pas forcément terminer Paul Craig facilement, mais en plus, il risque lui-même de se faire terminer par Paul Craig. Maintenant, il faut quand même mesurer ses propos. Bonical, c'est pas non plus un nouveau même en jiu-jitsu. On sait qu'il avait affronté Gordon Ryan, donc littéralement le GOAT du grappling. Bah, il avait fini par perdre face à Gordon Ryan, mais il lui avait quand même donné un sacré. Il lui avait donné du fil à retordre. Évidemment, le but avec ces vidéos, c'est de donner un peu de hype autour des combats, vous expliquer les enjeux et pourquoi il faut absolument regarder ce combat. L'Amérique entière investit dans Bonical. Et quand on dit l'Amérique entière, c'est pas juste les fans, même les combattants. Je crois qu'il y a Jorge Masvidal qui avait fait une vidéo où il expliquait que les gars, Bonical, c'est le futur, etc. Là, c'est sa première vraie menace qu'il va affronter. Et Paul Craig, c'est un tueur de rêve. C'est un tueur de rêve. Il avait cassé la série de Jamal Hill. Il avait littéralement soumis Ankalaev. C'est la seule défaite de Magomed Ankalaev, si je ne me trompe pas. Une défaite. Et ben sa seule défaite, c'est Paul Craig. Donc les gars, quand je vous dis que ce combat, c'est chaud, je crois que Bonical est un gros favori. Les parieurs fous. Et vous ne serez pas si fous de parier Paul Craig. Franchement, carrément, ça me donne envie. Ça me donne envie. Mais moi, je suis pas là pour parier en direct, ni même pour vous parler de paris. Mais si je devais pronostiquer, faire un beau pronostic, ce serait vraiment de dire Paul Craig. Maintenant, mon pronostic, ça reste. Hmm, c'est vraiment mon style de faire ce genre de pari. Bah, vous savez quoi? Je parie Paul Craig.
Paul Craig va l'emporter, c'est mon pronostic pour ce premier combat. On avance, mais voilà, c'est vraiment mon style. Je suis le mec qui prend ce genre de pari. 100% je parie pour Paul Craig. Donc je vous ai expliqué pourquoi, c'est pas juste un pari fou, je vous ai donné les raisons, et je vois Paul Craig par soumission, gros upset, ça chauffe toute la salle, et ensuite on a ces combats explosifs. On passe au combat le plus explosif de cette carte, certainement sans aucun doute ce sera le plus explosif, parce que c'est pas ces deux retraités qui vont nous donner quelque chose d'excitant. Ça va être Charles Oliveira face à Michael Chandler. Alors Michael Chandler, j'avais dit dans la vidéo précédente qu'il était dopé. Et là, hier, il nous a sorti une photo, les gars, pour la peser, mais quand tu passes de ça à ça, et ensuite on voit le physique qu'il a actuellement, c'est abusé. Et la raison pour laquelle je reste fixé sur ce point, c'est parce que ça risque d'être décisif dans ce combat. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo où je traitais spécifiquement de ce combat, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Les gars, Michael Chandler, c'est le combattant qui a la meilleure hygiène de vie du roster entier. Encore une fois, le fait qu'ils prennent des PEDs, c'est pas quelque chose que moi je condamne. Non pas que je défende les stéroïdes, mais je condamne pas que les personnes qui sont au plus haut niveau, littéralement au plus haut niveau, aient recours à ce genre de choses. D'ailleurs, c'est un sujet pour une prochaine vidéo, mais je peux vous le dire en très rapide. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si je vous dis que le MMA, c'est le sport où les stéroïdes sont le plus utiles, entre guillemets, le plus justifié plutôt. Encore une fois, je ne suis pas un défenseur des stéroïdes, mais c'est là où c'est le plus justifié parce que c'est un sport où on doit répéter des techniques. Plus on répète les techniques, plus on les maîtrise, mais le corps ne nous permet pas de répéter les techniques indéfiniment. On ne peut pas faire 4 entraînements par jour en étant naturel, du moins ce ne sera pas 4 entraînements optimaux. Là, on parle de la crème qui n'ont pas le droit à l'erreur. Il y a d'énormes enjeux. Évidemment que s'ils veulent être au maximum de leur capacité, surtout pour ceux qui sont déjà hyper talentueux, qui ont déjà des prédispositions, bah finalement, est-ce que c'est pas du gâchis, que ce soit au niveau du spectacle, que ce soit pour eux dans leur carrière, s'ils ne sont pas un peu aidés avec les technologies et les produits auxquels on a accès aujourd'hui? Mais voilà, c'est tout un autre débat, ça reste intéressant d'en parler. Et je pense qu'à l'UFC, en tout cas, c'est vraiment assez justifié, particulièrement pour des combattants comme Michael Chandler qui ont aujourd'hui 38 ans, mais qui ont encore beaucoup à proposer, juste leur corps ne suivent pas. Donc évidemment, Michael Chandler, dopé, excellente hygiène de vie, et il n'a pas le droit à l'erreur à ce moment-là de sa carrière. Après les 2 ans de pause que lui a infligé la situation avec Conor McGregor, il va venir non pas seulement excité, avec énormément d'explosivité, avec énormément de volonté, non, non, non. Il va venir discipliné. Le dernier combat face à Charles Oliveira, il l'a perdu parce qu'il n'était pas discipliné, il n'était pas responsable défensivement. Je ne sais même pas si en français ça fait sens de dire responsable défensivement, mais en tout cas en anglais c'est un terme très utilisé, defensively responsible. Donc il lève pas assez ses mains, il se prend clairement le crochet de Charles Oliveira sur une erreur. C'est une erreur qu'il peut corriger, qui dit qu'il l'a corrigé, et j'ose croire qu'il l'a corrigé. S'il y a bien un hard worker qu'on peut croire pour avoir fait un travail en particulier, bah, c'est Michael Chandler, et je pense qu'il l'a fait. Au-delà de ça, les gens négligent sa capacité à défendre les soumissions Michael Chandler. Je crois qu'il s'est fait soumettre qu'une seule fois dans toute sa carrière. On l'a vu quand Charles Oliveira a pris son dos, il a réussi à retourner la position, ce qui est très rare. Prendre le dos, c'est quand même quelque chose qu'on estime être un fatal, surtout face à un spécialiste du Jiu-Jitsu. S'il a réussi à retourner la position face à Charles Oliveira dans cette situation, croyez-moi que Michael Chandler, c'est vraiment le combattant qui a peut-être une des meilleures défenses, en tout cas en Jiu-Jitsu. Et c'est assez surprenant pour quelqu'un dont le Jiu-Jitsu n'est pas la spécialité. C'est juste un excellent lutteur, grappleur, combattant de MMA assez complet. Maintenant, c'est vrai que le striking de Michael Chandler, comme je l'ai rappelé dans la dernière vidéo, est assez limité. On le voit mettre des middle, on le voit rentrer très explosivement avec des crochets assez larges ou voilà, on ne le voit jamais vraiment boxer proprement en ligne avec des 1-2, construire quelque chose. Non, il explose et il cherche le chaos. Quand il voit qu'il y a une opportunité, il rentre dedans. Il noie ses adversaires avec des looping punches. C'est un peu ce qui s'est passé face à Charles Oliveira pendant le premier combat où Charles Oliveira a failli se faire mettre KO. C'était clairement un knockdown. L'UFC l'a pas compté dans les statistiques pour je ne sais quelle raison. Ils aiment bien faire ça. Mais c'était clairement un knockdown. C'était pas une tentative d'amener au sol de Charles Oliveira. Il s'est pas lui-même mis sur les genoux. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même quelque chose que Charles Oliveira fait. C'est un peu comme Nate Diaz. Quand ils sentent qu'ils sont un peu sonnés, bah, ils vont d'eux-mêmes au sol parce qu'ils sont plus confortables au sol. Mais il faut compter ça comme un knockdown. Il faut compter ça comme un knockdown. Mais voilà, donc il y a bien eu un knockdown. Au-delà du knockdown, après ça, il y avait eu ground and pound. Il aurait vraiment pu finir ce combat. Et je vois bien cette situation se répéter. J'ai vu quelqu'un d'assez réputé là sur YouTube, dire que Michael Chandler fait trop d'erreurs et que face à Charles Oliveira, les erreurs sont fatales. C'est vrai. Mais les gars, Charles Oliveira fait énormément d'erreurs aussi. Et face à Michael Chandler,
En tout cas, au niveau du striking, ça peut être fatal. Évidemment, je vois pas Michael Chandler soumettre Charles Oliveira, mais je vois bien Michael Chandler mettre KO Charles Oliveira. Ce combat va pas aller à la limite, c'est 5 rounds encore une fois. J'arriverai à voir une victoire par TKO de Michael Chandler, mais ça reste pas mon pronostic. Comme je vous ai dit, je vous donne le build-up, c'est pas une contradiction, c'est une nuance que je fais. Je vous explique pourquoi ce combat est indécis et pourquoi il est intéressant, les enjeux, et ensuite je vous donne mon pronostic personnel qui ne concerne que moi. Mais ce que je vous ai donné là, c'est une analyse assez objective. Au niveau du pronostic personnel qui ne concerne que moi, j'irai quand même vers Charles Oliveira déjà parce que c'est un combattant que je préfère entre les deux. J'aimerais le voir l'emporter dans ce combat. Maintenant, Charles Oliveira, on n'a pas l'impression qu'il ait beaucoup d'ambition dans cette division. Une des raisons pour lesquelles il a eu l'air d'accepter la défaite face à Arman Tsarukyan, c'est que s'il avait battu Arman Tsarukyan, il aurait dû affronter Islam Makhachev juste après. Et je pense que vous avez tous compris, et ça, c'est encore une fois le sujet pour une autre vidéo. Charles Oliveira n'a pas envie d'affronter Islam Makhachev. Il a clairement peur d'Islam Makhachev. Le premier combat l'a traumatisé. Vraiment, no joke, c'est pas du tout une exagération. Le premier combat l'a traumatisé au point où, quand il a dû refaire le combat à Abu Dhabi face à Islam Makhachev, il a trouvé un échappatoire. Comme par hasard, à une semaine du combat, c'était quoi, 10 jours du combat, le gars s'ouvre l'arcane. Au lieu d'appeler l'UFC pour qu'il fasse intervenir un chirurgien expert spécialisé dans les blessures des combattants UFC, il est allé voir un médecin au Brésil, assez aléatoire, et une fois que ce médecin a fait un peu n'importe quoi, là il a appelé Dana White. Ceux qui savent, rappelez-vous. Le gars est parti chez un médecin qui l'a charcuté au Brésil, et du coup il était vraiment maintenant inapte. Il s'est vraiment assuré d'être inapte à combattre à quelques jours du combat face à Islam Makhachev à Abu Dhabi sur le terrain d'Islam Makhachev. Bref, depuis il a jamais fait un quelconque call-out. Dites-moi si vous avez déjà entendu Charles Oliveira parler d'Islam Makhachev. On est d'accord que tous les meilleurs combattants ne cherchent que la ceinture. La première chose que Michael Chandler dit quand on lui demande qu'est-ce que tu fais si tu gagnes ce combat, eh ben je dois ensuite combattre pour la ceinture. Je me vois le faire avant mes 40 ans. Je vais devenir champion. Je serai le champion le plus vieux de l'histoire des lightweight. Parce que oui, c'est un record que Michael Chandler risque de battre. Donc directement, il parle de ça. Tous les combattants dans toutes les catégories, quand on vous parle d'un title eliminator bout comme celui-là, directement vous me parlez de la ceinture. Qui a déjà entendu Charles Oliveira parler d'Islam Makhachev depuis leur combat? Charles Oliveira n'a pas d'ambition dans cette division. Il a lui-même parlé d'une montée en welterweight, probablement face à Justin Gaethje. C'était une discussion à un moment. Il nous parle de ce qu'il peut potentiellement faire en welterweight. Donc je pense que Charles Oliveira serait plus intéressé à monter en welterweight que de réaffronter Islam Makhachev. La seule raison pour laquelle on peut voir Charles Oliveira affronter quelqu'un pour la ceinture lightweight, ce serait si Islam Makhachev se faisait battre avant que Charles Oliveira n'ait une chance pour le titre. Maintenant, malgré son manque de volonté, je pense que les skills de Charles Oliveira sont quand même légèrement au-dessus de ceux de Michael Chandler. Oui, je dis bien légèrement. Il aurait pu perdre ce premier combat face à Michael Chandler. Je vois quand même ce combat aller jusqu'au troisième round. Et je vois une finition de la part de Charles Oliveira. Que ce soit une soumission ou un KO. Mais voilà, c'est mon pronostic pour ce combat. Charles Oliveira. Mais encore une fois, c'est le combat le plus indécis de cette carte. Ce sera le plus explosif. S'il y en a un que vous ne devez pas louper, c'est celui-là. Et ensuite, on passe au combat que vous pouvez louper honnêtement, mais que l'UFC essaie de vous faire croire que c'est le combat de la soirée. En réalité, c'est quand même un combat de légende. Stipe Miocic, je suis le premier à chaque fois expliquer qu'il faut mettre du respect sur son nom. Il n'y a pas que Fedor Emelianenko chez les poids lourds qui est une légende. Stipe Miocic est arguablement, ça se dit arguablement, non ça se dit pas, arguably. Ouais, je fais trop le hipster anglophone, mais Stipe Miocic, on peut dire que c'est le GOAT des heavyweights dans l'histoire du MMA. Évidemment, beaucoup vont dire Fedor Emelianenko pour faire les puristes. Ça me dérange pas. Moi-même, j'ai été ce puriste qui dit que non, c'est Fedor à une époque. Maintenant, Stipe Miocic, il évolue encore à l'UFC au moment où l'UFC est vraiment l'organisation numéro 1. Le Pride, c'était l'organisation numéro 1 à une époque, mais pas pendant tout le temps où Fedor Emelianenko y est resté. Je vous rappelle que Fedor Emelianenko, après ça, il y a eu son apparition dans l'organisation de Donald Trump, mais il y a surtout eu son départ parce qu'il voulait absolument pas rejoindre l'UFC pour des raisons contractuelles, etc. Et du coup, il a rejoint d'autres organisations à une époque où l'UFC est passé devant. Donc il a combattu par exemple au Bellator, où on ne peut pas dire que c'est le meilleur niveau, et on a quand même considéré ses performances et on a considéré sa longévité qui est remarquable. Mais Stipe Miocic a aussi une certaine longévité. Évidemment, Stipe Miocic n'a pas le même record parce que quand tu affrontes les meilleurs à l'UFC, il y a moins de chances que tu aies une fréquence aussi élevée. Une des raisons pour lesquelles Fedor Emelianenko a réussi à avoir une fréquence aussi élevée, c'était parce que déjà à l'époque, le niveau n'était pas le même. Et en plus de ça, même la culture n'était pas pareille. Il n'y avait pas autant d'enjeux dans chacun des combats. Et en plus de ça, pour la seconde partie de leur carrière respective,
Lui était dans la meilleure organisation du monde à affronter des Daniel Cormier. Et pendant ce temps, Fedor Emelianenko, il affrontait des combattants du Strike Force, du Bellator, etc. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je pense que ça se joue. Évidemment, au niveau des skills et au niveau de la légende, Fedor Emelianenko est au-dessus dans le nom. Mais la raison pour laquelle c'est le cas, c'est parce que Stipe Miocic ne joue juste pas le jeu. Il essaye pas d'être un super-héros. Jusqu'aujourd'hui, il travaille encore en tant que pompier. Il est encore salarié en tant que pompier. Euh, il a jamais voulu jouer le jeu des médias. C'est vraiment juste un sport pour lui. C'est un des seuls combattants qui prend le sport comme ça. Il essaye même pas de construire un peu sa légende. Par exemple, si je prends Nassourdine Imavov, qui est vraiment un combattant qui est concentré sur ce qui se passe dans la cage, c'est génial, mais finalement, ça le rend un peu super-héros. Il est un peu mystérieux et il a quand même un personnage qu'il essaye de travailler un minimum. Il soigne sa communication avec quelques images. Il parle pas trop, mais il en montre. Et c'est très bien. Stipe Miocic ne fait même pas ce travail. Mais il ne se présente même pas littéralement. Quand Stipe Miocic ne combat pas, on ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort. Littéralement. Je crois que c'est même les paroles de Dana White. Il n'a pas fait d'effort pour augmenter sa légende. Vous savez à quel point en MMA c'est hyper important ce qu'on fait à l'extérieur de la cage. Littéralement, un des plus grands combattants, Conor McGregor, est devenu un grand combattant à cause de ce qu'il a fait à l'extérieur de la cage où on combat. Vous voyez. Donc, quand on voit un combattant qui fait complètement l'inverse, ça réduit son aura en fait. Ça réduit même la considération qu'on a pour ses accomplissements. Stipe Miocic, c'est un combattant à considérer. Maintenant, il est vieux. Il est vieux et sa conservation n'est pas aussi bonne que celle de John Jones. J'ai l'impression de parler d'aliments, mais littéralement c'est le cas. John Jones, que ce soit grâce à des produits ou pas, c'est quand même encore un athlète d'exception. Carrément, pour moi, il est encore mieux là dans ce combat-là que face à Cyril Gane où il était plus lourd. Face à Cyril Gane, il savait qu'il allait lutter. Il a accepté de prendre vraiment du poids de manière, on va dire, gras. Donc en 3 ans, on aurait pu se dire qu'il a eu le temps de prendre proprement du muscle et finalement on était tous déçus. John Jones, il a quand même pris du muscle et du gras. Là, face à Stipe Miocic, il a vraiment perdu du poids. Et finalement, on va avoir un John Jones light heavyweight prime en termes de corps, juste un petit peu plus lourd. Donc face à un combattant comme Stipe Miocic qui n'est pas venu lourd à la pesée de toute façon, c'est pas un gros poids lourd Stipe Miocic. En plus, il avait perdu du poids avant le combat face à Ngannou, qui est son dernier combat, et ça lui avait pas réussi. Donc je pense que vous avez compris quel est mon pronostic dans ce combat, juste avec le bilan physique que je viens d'établir. John Jones ne sera pas seulement plus lourd, il sera en plus dans une forme qui semble être idéale pour lui, parce qu'il a l'habitude de combattre dans un corps qui ressemble plutôt à un moins de 93 kilos. La raison pour laquelle il est dans cette forme optimale, c'est parce qu'il s'entraîne énormément. Là où, face à Cyril Gane, évidemment qu'il s'entraîne énormément. John Jones, c'est un combattant qui prépare vraiment ses combats. Il n'a pas la mentalité de Cédric Doumbé ou de d'autres combattants qu'on entend dire oh non, moi je regarde pas les tapes de mes adversaires, je vais juste au combat et je les affronte. J'apprends un peu vite fait sur leur style, après je les affronte. Il y en a beaucoup qui disent ça et qui ne le font pas vraiment, mais il y en a aussi beaucoup qui fonctionnent vraiment comme ça, qui se disent qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'étudier et surtout ils ont la flemme. Ils sont pas passionnés par ça. John Jones, il est passionné par ça. C'est un combattant qui adore étudier ses adversaires et établir précisément un game plan adapté à l'adversaire qu'il va affronter. Ça, en vrai, c'est les dires de John Jones et on arrive à le croire. Et c'est vrai qu'on le voit le faire. Il se filme quand il le fait, quand il analyse avec ses coachs. On l'a vu aller voir Henri Cerudo pour le combat face à Cyril Gane. Donc vraiment, il a soif de connaissances. Mais maintenant, on a aussi, quand on y pense, des combats où John Jones n'a appliqué aucun game plan, que ce soit face à Dominique Reyes où il avait perdu. Ok, on rappelle que John Jones avait perdu face à Dominique Reyes. Donc que ce soit face à Dominique Reyes, que ce soit face à Anthony Smith, où il est allé jusqu'à la décision, ou d'autres combattants comme Alexander Gustafsson, où en fait tu voyais que clairement il n'était pas prêt. Face à Dominique Reyes, il n'était pas prêt. Et pourtant tu pouvais étudier son style. Donc entre les paroles et les actes, il y a quand même eu des incohérences dans ce que John Jones a produit. Mais dans ce combat-là, je pense qu'il n'y aura pas d'incohérence. John Jones, le fait qu'il ait réussi à perdre du poids, et vous avez vu, quand John Jones était vraiment balèze 1 an après le combat face à Cyril Gane, où il allait voir des rugbyman quand il s'était blessé, etc., il avait vraiment pris du poids, bien plus que le poids qu'il n'avait quand il a affronté Cyril Gane. Là, il a réussi à perdre du poids au point de descendre en dessous du poids auquel il a affronté Cyril Gane. Donc, vraiment, il a perdu du poids par l'entraînement. Et donc je pense qu'il va venir hyper affûté, non seulement physiquement, mais surtout mentalement, qu'il a vraiment préparé ce combat comme si c'était le dernier de sa carrière, et que donc Stipe Miocic n'a aucune chance. Donc mon dernier pronostic, il va en faveur de John Jones. J'ai hâte de voir cette carte, ça se passe demain. Dites-moi en commentaire tous vos pronostics pour chacun des combats dont j'ai parlé. Vous pouvez aussi me donner le pronostic des autres combats. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je traite aussi de ces combats pour les prochaines vidéos. Évidemment, quand c'est des noms
vraiment intéressants, même s'ils sont en carte préliminaire, j'en parle, c'est ce que j'avais fait pour la carte de l'UFC Paris. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je le fasse, même pour vous présenter des combattants que vous ne connaîtriez pas forcément. Ou si est-ce que vous préférez que ça reste assez court plutôt que j'allonge la vidéo. Mais voilà, là je suis en train d'allonger la vidéo. Pensez à mettre vos pronostics en commentaire. Mettez un like si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne Karaté Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous on se donne rendez-vous dans la prochaine. Peace.